Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Poursuivi pour terrorisme pendant les élections présidentielles passées, le dossier de l'ancien ministre Alessandro Rontondier de l'ex-DG Sogema, Joseph Tameyon, est renvoyé au 25 octobre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Des caniveaux sandales dans le quartier de Woma à Abomey-Calavi, une situation qui perdure depuis des années et source de plusieurs accidents. À suivre le cri de cœur de la population dans cette édition. Et puis au Nigeria, Boko Haram vient de libérer une des 276 lycéennes faites prisonnières en avril 2014. À l'époque, ce kidnapping avait soulevé une vague de colère et d'indignation. Merci pour l'attention. Audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le dossier des sieurs Alessandro Rontondier et Joseph Tameyon renvoyé au 25 octobre 2021 par le juge des séances Guillaume Lali, l'ex-ministre Alessandro Rontondier et l'ex-directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema, Joseph Tameyon, ont comparu aujourd'hui. Poursuivis pour terrorisme pendant la présidentielle d'avril 2021, les deux opposants au régime de Patrice Talon ont tous plaidé non coupables. Après les débats, le ministère public a demandé à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier en instruction. Les avocats de la défense, après avoir contre-attaqué, ont par la suite demandé la mise en liberté provisoire des accusés Alessandro Rontondier et Joseph Tameyon. C'est donc le 25 octobre 2021 que la Cour va se prononcer sur la demande de liberté provisoire des accusés. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a lancé hier la première édition des grands rendez-vous des vacances, une initiative de la coordination départementale du parti Union progressiste. La cérémonie d'ouverture a eu lieu sur le terrain de sport de la mairie d'Abomey-Calavi. Aimé Juste Defodji, Fiacre, Voidan. Saine distraction en 7 ans de repos pour les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi. Telle est la priorité de la coordination communale du parti Union progressiste. Cette première édition des grands rendez-vous des vacances est l'occasion pour les responsables communaux du parti Baobab de promouvoir le militantisme à la base. Les grands rendez-vous vacances, première édition de l'Union progressiste de la commune de Calavi, ont pour objectif d'animer la vie politique du parti à la base, de mettre tout le monde ensemble, de partager les idéaux du parti, de parler de notre parti, de ses statuts, de ses textes fondamentaux, pendant que nous serons en train de nous amuser. Pétanque, pique, belote, dame, interprétation artistique. Voilà le boulevard de jeux meublant ces grands rendez-vous. Au terme de la compétition, les meilleurs de chaque discipline auront droit, au-delà des enveloppes financières, à une excursion sur Grand Popo. La commune que nous avons choisie pour cette première édition est la commune de Grand Popo. Les coordonnateurs et les lauréats de la première édition vont se rendre à Grand Popo en excursion pour toute une journée. Une excursion au cours de laquelle nous allons découvrir les merveilles de Grand Popo. Nous allons échanger avec les militants progressistes de Grand Popo. Nous allons partager notre vie de militantisme. Débutée ce dimanche 8 août 2021, cette première édition des grands rendez-vous des vacances de la coordination communale de l'Union progressiste d'Abomey-Calavi prend fin le 19 septembre prochain. Nous restons dans la commune d'Abomey-Calavi où les caniveaux à la descente du pont de Woma ne sont pas couverts. Une situation qui dure depuis la mise en service de ce pont le 19 avril 2019 et qui expose les usagers et populations riveraines au risque d'accident. Laurent Tonéikes, Romaric Devouchi nous en parle. Des caniveaux à ciel ouvert sans aucune protection de part et d'autre du pont de l'Alliance à Woma dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est ce à quoi sont confrontés les riverains et usagers de ce tronçon qui mène du marché de Woma au carrefour Pharmacie Concorde à Cocotomé.
Ça fait que bon, les piétons, ceux qui passent, sont exposés à des accidents donnés. Puisqu'il est arrivé plusieurs fois, moi j'ai assisté à des accidents que bon, les gens peuvent éviter, mais vu que les caniveaux sont ouverts, bon, ces personnes sont tombées dedans. Vous voyez, si les caniveaux étaient quand même ouverts, dès qu'il y a un véhicule qui passe et que la personne peut éviter, il peut quand même sauter et aller du côté du trottoir. Mais si les caniveaux sont ouverts, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te mettre dedans, vous voyez, et tu peux casser les pieds. Pour faire face aux difficultés, certains citoyens sont obligés d'ériger des couvertures de fortune, des solutions qui ne les épargnent pas d'autres risques et même des dépôts de déchets. Mon appel, c'est que je les prie vivement de fermer cela, parce que même les planches que nous mettons sur ça, ce n'est pas des fois solide. Et des gens courent des risques de tomber dedans. Et même les piétons, pas méga, s'ils ne font pas attention, ils tombent dedans. Donc vivement, qu'ils prennent la disposition pour fermer cela. Oui, c'est parce que ce n'est pas couvert. Si c'était vraiment fermé, les gens ne pourraient pas mettre des objets dedans. C'est parce que ce n'est pas fermé que les gens se permettent de tout jeter dedans. Je ne sais pas si c'est au niveau des autorités locales ou bien c'est pas des autorités au haut niveau, je ne sais pas. Mais s'ils peuvent aider les gens, s'ils peuvent nous aider à finaliser la voie, ce serait beaucoup bien. Le pont de l'Alliance de Womé est le fruit de la coopération entre l'Union européenne, l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement. Ce pont d'un coût total de 9,5 milliards de francs CFA est réalisé pour protéger les populations contre les risques de noyade et au-delà, régler un problème de perte de temps face aux embouteillages observés sur l'As Campus échangeur de Godemain. Mais ces caniveaux ouverts donnent un goût d'inachevé à une si belle œuvre réalisée. L'Institut de la femme, nouvelle version annoncée par le gouvernement, continue de susciter des préoccupations par rapport au contenu et à l'opportunité. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a opiné sur la question lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Compte rendu, Clémence Tonocoin, Fiacre, Voitan. L'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est créé en Conseil des ministres du mercredi 21 juillet dernier. L'organisme a pour mission essentielle de contribuer à promouvoir les droits des femmes. Qu'est-ce qui différencie le nouvel institut de l'ancien, connu sous l'appellation de l'Institut national pour la promotion de la femme? Suivez la réponse de Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général, adjoint et porte-parole du gouvernement. Ce qui change fondamentalement, c'est que l'Institut dispose désormais d'un fonds d'assistance aux victimes, mais aussi et surtout d'un secrétariat exécutif qui va être au quotidien en charge de l'étude et de la gestion des dossiers. Et puis, le plus important, l'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Au regard des prérogatives qui sont attachées à l'Institut, vous comprendrez bien que les victimes, désormais, auront au moins une structure à laquelle s'adosser. Si après font l'objet de représailles, cela s'analyserait également en termes de violence ou de discrimination d'une manière ou d'une autre, et l'Institut sera encore présent à leur côté. Dans tous les cas, le chef de l'État a dit qu'il faut promouvoir la femme béninoise, favoriser son émancipation, et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. C'est aussi cela, la pédagogie qui va avec le rôle assigné à l'Institut dès que ses responsables seront nommés, vous verrez. Et en attendant, le conseil d'administration a déjà été mis en place. Vous avez suivi avec le dernier conseil des ministres. Il y a 5 personnes au conseil d'administration et je peux vous dire qu'il y a 4 femmes pour un homme. Ce qui traduit bien la volonté du gouvernement d'en faire un organe véritablement dédié à la femme.
Le nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo en visite pastorale dans le diocèse de Lokossa a été accueilli jeudi dernier par les fidèles catholiques du Koufo. C'était à la paroisse Immaculée Conception d'Azov et Jonas Bouchi nous fait le point. Ils sont venus des 4 doyennés catholiques du département du Koufo pour accueillir ce jeudi 5 août 2021 à la paroisse Immaculée Conception d'Azové le tout nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Reçu par le préfet du Koufo et le curé de la paroisse, Monseigneur Marc Gérald Miles a été conduit dans la cour de l'église où l'attendaient les fidèles catholiques, curieux de voir ce représentant du pape qui effectuait sa première visite pastorale dans le Koufo. Il fut ensuite introduit dans l'église pour les rites, rituels et autres solennités de l'accueil. Un accueil qui s'était déroulé à la grande satisfaction du préfet et des responsables ecclésiaux. Non, mais ça ne peut que sentiment de joie, de grande satisfaction et surtout de foi dans le Seigneur. Parce que quand le nonce est là, c'est comme si le pape est là. Le nonce est l'ambassadeur du pape. Et quand le nonce arrive dans un pays, en particulier dans un diocèse, c'est une joie. Parce qu'il nous apporte la paix du Seigneur, la paix du pape. C'est un prélat que nous recevons, c'est l'ambassadeur du Vatican près le Bénin et le Togo. On doit être là, marquer la présence du gouvernement. Je voudrais qu'il prie pour nous, pour tout le Bénin. Il prie pour le Koufo. Nous voulons la paix. Et lorsque nous voulons la paix, nous avons besoin de nous rapprocher de ceux qui sont plus proches de Dieu que nous. Là pourquoi nous demandons de prier pour nous. Cet accueil fut aussi l'occasion pour le nonce de vivre en si peu de temps la foi, la générosité et la solidarité du peuple adja. J'ai touché la joie, la foi et la générosité de la solidarité ici dans la communion de la diocèse de Lokossa. Pour moi, c'est un grand privilège pour porter à vous la bénédiction de Saint-Père. Et c'est un grand privilège pour moi de transmettre la bénédiction de Saint-Père. Merci à vous et les autorités politiques qui sont ici. Je vraiment voudrais remercier aussi. Merci à tous. Étaient également présents à cet accueil du nonce des dignitaires des religions endogènes. Leur présence s'inscrit dans une logique de dialogue interreligieux, à en croire le préfet. Il y a un dialogue interreligieux. Vous le savez, tout à l'heure, au sein de l'église, vous avez vu le curé a parlé des religions endogènes. Ça veut dire que les gens communiquent entre eux pour que la paix soit. Que la paix soit pour toujours. Créé en 1968, le diocèse de Lokossa a connu 3 évêques et est en pleine expansion malgré l'invasion des églises évangéliques de 1968 à 2018. Soit en 50 ans d'existence, le diocèse de Lokossa est passé de 3 à 9 doyennés, de 11 paroisses à 57, de 8 prêtres autochtones à 172 et de 8 religieuses à 132 religieuses autochtones. Actualité en dehors du Bénin, au Nigeria, Boko Haram vient de libérer une des 276 lycéennes faites prisonnières en avril 2014. À l'époque, ce kidnapping avait soulevé une vague de colère et d'indignation. Des années après, le groupe islamique continue de faire régner la terreur dans le nord-est du pays et multiplie les enlèvements. Cette jeune femme peut enfin rentrer chez elle. C'est en avril 2014 que le groupe terroriste la kidnappe avec près de 300 de ses camarades à Chibok, dans le nord-est du pays. Si la plupart ont été libérés ou retrouvés, une centaine restent toujours portées disparues. Pour le gouverneur de l'État de Borno, le travail pour obtenir le retour de toutes les filles n'est pas encore terminé. Nous espérons en récupérer d'autres très bientôt. Le gouvernement de l'État de Borno collabore avec l'armée nigériane et d'autres forces de sécurité. Nous allons mettre en place une structure qui nous permettra d'en retrouver davantage. Nous appelons les parents des filles de Chibok à coopérer avec le gouvernement de l'État de Borno et l'armée nigériane afin que nous puissions travailler ensemble et déterminer comment récupérer les autres filles. Depuis l'enlèvement des lycéennes de Chibok, les kidnappings du genre se multiplient dans le nord du pays.
En plus de Boko Haram, de multiples bandes aux affiliations diverses et lourdement armées, qualifiées de bandits sévissent. Le but, obtenir des rançons de la part du gouverneur et des familles, des rapts qui se sont multipliés cette année. Depuis le mois de décembre, près de 1000 élèves ont été kidnappés. Dernière en date, le 5 juillet dernier, 121 lycéens ont été enlevés par le groupe terroriste. Si plusieurs d'entre eux ont été libérés, ils sont encore nombreux à rester entre les griffes de Boko Haram. La communauté internationale célèbre ce 9 août la journée internationale des peuples autochtones. Depuis un mois, une exposition met à l'honneur certains peuples souvent méconnus au siège de l'UNESCO. Les détails. Oulch de l'extrême-orient russe aux tribus éthiopiennes, accrochés sur les grilles du siège de l'UNESCO, une ronde pittoresque de portraits nous emmène dans les endroits les plus reculés du globe. Des centaines de visages, des regards différents portés sur l'objectif. Les représentants des peuples autochtones sont immortalisés dans leurs habits traditionnels, un symbole fort pour des cultures souvent menacées de disparition. Cette exposition a pour but souligner l'importance de la préservation des langues et des cultures, surtout des petits peuples autochtones. C'est en 2012 qu'Alexandre Kimouchine entame sa série de portraits. Le photographe a parcouru plus de 40 000 kilomètres dans des conditions climatiques parfois extrêmes à la rencontre des minorités ethniques. Un voyage qui a débuté dans les contrées du nord de la Russie. J'ai parcouru 86 pays du monde et je me suis dit, j'ai vécu en Russie pendant tant d'années, j'y suis né, pourquoi n'ai-je pas prêté attention à la Russie? Je voulais combler ce vide, alors je suis allé en Sibérie, je viens moi-même de Yakoutie et j'ai démarré ce projet. Ce ne sont que quelques dizaines de visages parmi ceux des 476 millions de personnes appartenant au peuple autochtone, enregistrés dans 90 pays et représentant pas moins de 6,2% de la population mondiale. Pour ces communautés menacées d'extinction, Alexandre Kimouchine espère déclencher une prise de conscience de la communauté internationale. Une exposition en forme d'hommage aux peuples indigènes, à leur culture et leur droit à l'autodétermination. Et puis les talibans étendent leur emprise en Afghanistan. Ils contrôlent désormais 5 capitales provinciales. Ils en ont conquis 3 dans la journée d'hier. Une offensive amorcée en mai au début du retrait progressif des troupes américaines. Retour sur ces derniers événements avec nos confrères de RT France. Scène de chaos à Kunduz, désormais aux mains des talibans. En Afghanistan, les provinces tombent les unes après les autres. Et le cauchemar se poursuit pour ce pays qui vit quotidiennement dans la terreur. Depuis le début de l'offensive des insurgés en mai, le groupe gagne du terrain et met en difficulté les troupes afghanes qui deviennent de plus en plus vulnérables. Le nord de l'Afghanistan est encerclé par les talibans qui ont pris le contrôle de plusieurs capitales provinciales ces derniers jours. Selon un responsable sécuritaire, le gouvernement ne parvient pas à envoyer de l'aide et les troupes ont dû se retirer au profit des talibans. Dans la province de Kunar, les habitants se déplacent en nombre pour fuir les combats, leur quotidien précaire et incertain est rythmé par les attaques. Il y avait de violents combats dans notre village. Nous avons fui nos maisons à cause des combats et de la faim. Après avoir marché pendant 2 nuits, nous sommes venus ici. La première nuit, nous étions dans un parc, puis nous sommes venus dans cette école où nous vivons avec des problèmes. Nous avions une belle vie dans notre village. Nous avions tout, mais à cause des combats entre les forces de sécurité et les talibans, tout a été détruit. Comme vous le voyez, toutes ces familles se sont juste sauvées. Ils ont laissé des maisons pleines. Les talibans ont pillé les matériaux de nos maisons. Des offensives révélatrices de la stratégie des insurgés de s'attaquer désormais au centre urbain, après avoir d'abord porté leurs attaques sur les campagnes et les pourtours frontaliers. Face à l'affaiblissement des forces du pays, les affrontements entre les deux camps se font de plus en plus rares,
et la prise de territoire devient de plus en plus facile pour les talibans. Une avancée qui s'accélère fortement depuis le début du retrait des troupes américaines, qui devrait être achevé le 31 août prochain. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.